On dit que les voies de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. Dans cette vidéo, je voudrais traiter des mesures politiques qui sont censées améliorer le quotidien et la réalité des Français, mais qui en réalité nous mènent tout droit au désastre. Alors je vous rassure, je n'ai pas l'intention de transformer ma chaîne YouTube en forum politique, mais cette vidéo va bel et bien traiter d'immobilier. Comme je ne veux pas avoir la position de celui qui se contente de critiquer tout en regardant de côté la situation se dégrader, eh bien je vais également dans cette vidéo faire des propositions concrètes pour améliorer, ou pour en tout cas solutionner les problèmes sur lesquels je vais mettre le doigt. On est parti. Comme vous l'avez sans doute constaté, le marché immobilier est complètement brûlant. Même si au moment où je vous tourne cette vidéo, le marché se calme, c'est-à-dire qu'on est au début du deuxième trimestre 2023, le marché est en train de se calmer et la hausse des taux est en train de faire son effet, c'est-à-dire que la hausse des prix s'est stabilisée fin 2022 et que là, on a amorcé une redescente. Mais les prix restent extrêmement élevés par rapport au pouvoir d'achat de la moyenne des Français, et ça, c'est sur le marché de l'achat qui s'est considérablement enflammé dans les 10 dernières années. Par contre, sur le marché du locatif, eh bien, il n'y a absolument aucune baisse qui se voit à l'horizon et au contraire, la pénurie ne fait que s'aggraver. Et là, il faut bien comprendre que donc, les prix n'ont fait qu'augmenter ces dernières années à cause d'une pénurie qui n'a fait que s'intensifier. Et on m'a récemment raconté une anecdote d'une personne qui a un logement à Villeurbanne. Alors, Villeurbanne, c'est une ville qui est collée à Lyon. Alors, il y a le métro, mais à part ça, c'est pas terrible, c'est relativement moche. Il y a des commerces, mais il y a que du béton. Enfin, ça fait vraiment pas très envie, ça fait vraiment pas rêver. Et la personne a publié un appart qui est un appart lambda dans un secteur complètement banal, à un prix normal, on va dire. Il a eu dans la matinée plus de 200 appels. Et je pense que si vous avez des logements que vous mettez en locatif et que vous êtes dans des zones un petit peu demandées, eh bien vous avez certainement vécu des anecdotes pareilles. Là, je dois faire une petite précision. J'ai entendu quelqu'un sur BFM qui disait quelque chose d'assez juste, c'est qu'en France, il n'y a pas nécessairement une pénurie de logements en général, parce qu'il y a une grosse quantité de logements, mais il y a une pénurie de logements dans les zones tendues. C'est-à-dire que, par contre, il y a des endroits dans lesquels vous pouvez toucher des immeubles de 400 mètres carrés à 80 000 balles. C'est l'exemple notamment, bon, on a Lyon où c'est juste l'horreur de se loger, il n'y a pas d'appartement à la location. Vous allez à 1 heure, il y a des communes qui s'appellent par exemple Thizy-les-Bourgs. Alors il y a un bled qui s'appelle Thizy-les-Bourgs, ou Cours-la-Ville. Et à Cours-la-Ville, vous pouvez acheter un immeuble de 500, de 600 mètres carrés pour 80 000 balles. Super la belle affaire puisque personne ne veut y loger. D'ailleurs, certains youtubeurs dont nous tairons le nom ont fait un petit peu carrière de ce genre de truc en encourageant les gens à aller acheter des immeubles dans ce genre de trous pourris ou à Thiers dans le Puy-de-Dôme, enfin vraiment des endroits de merde comme ça, où en fait certes on peut acheter des immeubles pour pas cher, certes on a une rentabilité qui est forte sur le papier, mais c'est une rentabilité de la CAF et encore quand vous arrivez à mettre des gens dedans. Je referme la parenthèse, mais face à cette problématique de logement, certains politiques se sont saisis du dossier et se sont dit qu'ils allaient mettre en place des mesures fortes pour solutionner le problème de la hausse des loyers. Face à cette problématique, qui est une problématique réelle, qui est la crise du logement, la crise et la pénurie de logements en locatif, des réformes importantes, des mesures courageuses sont nécessaires. Sauf que les dirigeants politiques que nous avons en place depuis les années 70 à peu près, en sont réellement incapables, puisqu'ils ont tous une vision très court-termiste des choses, une vision électoraliste. Comment je fais pour sauver ma place, pour me faire réélire lors des prochaines élections, alors que les sujets d'immobilier, ce sont des sujets qui se traitent sur 20-30 ans, et souvent les mesures qui sont à prendre dans l'immédiat peuvent paraître comme assez impopulaires, ou en tout cas elles sont souvent un peu difficiles à expliquer au grand public. Et donc, les politiciens essayent de satisfaire un petit peu la population en prenant des mesurettes démago. Et c'est le sujet de cette vidéo, ce sont les mesures démago qui nous mènent droit dans le mur. Et l'exemple flagrant dont je vais pas vous parler dans cette vidéo, c'est la question du plafonnement des loyers. Pourquoi je vous parle du plafonnement des loyers? Puisqu'il a été mis en place relativement récemment à Lyon, dans la ville où j'habite, mais il a été mis en place il y a plusieurs années à Paris, il a également été mis en place dans plusieurs villes, Bordeaux, Montpellier, etc. Donc c'est une problématique qui est en train, enfin en tout cas une problématique, c'est une mesurette qui est en train d'être mise en place dans beaucoup de grandes villes de France et il me paraît très important d'en parler. Maintenant, il faut comprendre que le marché locatif, il est basé sur la simple loi de l'offre et de la demande. Plus il y a d'offres, plus les prix baissent.
moins il y a d'offres et plus il y a de demandes, plus les prix vont augmenter, puisqu'il va y avoir forcément plus de concurrents, plus de locataires potentiels sur un seul et même appartement, et donc les propriétaires qui mettent des biens en location vont être en position ou en capacité de mettre les logements plus chers, puisqu'ils savent que de toute façon, les locataires n'ont pas d'alternative et que s'ils veulent se loger, eh bien, ils seront bien obligés de passer à la caisse. Et si les loyers augmentent dans ces fameuses villes dans lesquelles le plafonnement des loyers a été mis en place, ça n'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est tout simplement parce qu'il y a une pénurie de logements dans les zones qui sont demandées. Et que la politique du logement qui existe actuellement est absolument incapable de répondre à cette demande. Et donc au lieu de trouver des solutions, de mettre en place des politiques qui vont solutionner ce problème et qui vont apporter une réponse à cette demande croissante dans les zones tendues, eh bien les politiques essayent de réprimer de force la hausse des prix. Donc on dit non, on dit stop, les prix n'augmenteront pas à partir de là. Pourquoi ? Parce que moi, Hidalgo ou moi je ne sais qui, je l'ai décrété, c'est là qu'on met le plafond, c'est complètement artificiel et c'est là que ça s'arrête. Est-ce que l'offre a augmenté ? Niet. Est-ce que la demande a baissé ? Que dalle. Et le plafonnement des loyers, d'ailleurs, a été mis en place à Paris depuis déjà plusieurs années et on commence à avoir un certain recul et une assez bonne visibilité sur les effets, en tout cas sur le manque d'efficacité de cette mesure. En tout cas, ce qui paraît relativement évident, c'est que le plafonnement des loyers a pour conséquence les problématiques suivantes. Numéro 1, l'attractivité de l'investissement locatif a considérablement baissé et va continuer de considérablement baisser. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les prix vont continuer d'augmenter. Même si là on est dans un creux, les prix vont continuer d'augmenter. Ça veut dire que comme le prix des loyers, lui, est plafonné, eh bien la rentabilité, elle ne va faire que baisser. Alors déjà que la rentabilité, elle n'était pas bien grande dans les grandes villes de France, que ce soit Bordeaux, Paris, Lyon, etc. Mais là, elle va être de pire en pire. Ce qui veut dire qu'il y aura de moins en moins d'incitation pour eh bien, les gens qui ont un petit peu de capital et qui veulent investir, d'aller investir dans ces grandes villes, ce qui va dire que dans le long terme, le marché du locatif devrait s'appauvrir. De plus, comme les bailleurs vont avoir moins de rentrée d'argent, ils vont aussi avoir de moins en moins de fonds pour pouvoir entretenir et pour pouvoir eh bien, réparer les logements. Ce qui veut dire que là, ça va entraîner une dégradation de la qualité des logements, une dégradation générale du parc immobilier. Et enfin, non seulement ils auront moins de capital, mais en plus, ils auront moins d'incitation à rénover leur logement, puisque de toute façon, ils ne pourront pas le loger plus, puisque de toute façon, ce sera plafonné, donc ils n'auront absolument aucune incitation à créer du logement qualitatif. Alors vous vous direz peut-être, bon Yonis, c'est bien sympa, tu nous racontes toutes tes histoires, mais en fait là, tu balances des théories comme ça, tu balances des idées qui ne sont basées sur rien. Eh bien, figurez-vous que lorsque j'ai préparé cette vidéo, je l'ignorais moi-même, mais lorsque j'ai préparé cette vidéo, je suis allé faire un petit travail de recherche et je me suis rendu compte qu'un plafonnement des loyers avait déjà été mis en place en France entre 1914 et 1948. Et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. En 1948, la France a finalement assoupli la stricte réglementation sur les loyers qui prévalait depuis 1914. À cette date, les locataires français ne versaient en moyenne que 2% de leurs revenus en loyer, contre 15 et 20% en 1914. Dans un discours de 1949, Eugène Claudius Petit, le ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, affirmait que l'année précédente, les ménages français avaient dépensé 7 fois plus en tabac qu'en loyer. Vous voyez comme les temps changent. L'immobilier n'était plus rentable. Comme la théorie économique classique le prévoit, les propriétaires ont réagi au contrôle des loyers en réduisant considérablement les dépenses d'entretien. Les investisseurs potentiels sont devenus bien plus réticents à construire et les locataires ont vu leur mobilité entravée. Là, ça vient complètement confirmer ce que j'étais en train de prétendre juste avant. Et ensuite, on va parler de la construction, c'est-à-dire là de la création de logements et on va dire de la croissance du parc immobilier. L'attractivité de la construction à la destination locative va s'effondrer comme en 1940. Donc je cite, « Plus important pour l'ensemble des Français, la rigueur du contrôle des loyers de l'entre-deux-guerres a également découragé la construction de nouveaux logements locatifs. Un investisseur qui envisage de construire un nouvel immeuble s'attend dès lors à recevoir à la fois moins de revenus locatifs et, au moment de la revente, un prix inférieur à ce qu'il aurait été sans le blocage. Dans le même temps, les coûts de construction augmentaient parce que l'inflation des prix des matériaux et de construction et des salaires des travailleurs n'était pas bloquée comme les loyers.
Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? En francs constants, le coût de la construction d'un bâtiment standard augmente d'environ 40% de 1914 à 1938, tandis que la valeur réelle des loyers diminue d'environ 60%. La plupart des investisseurs ont donc renoncé, à juste titre, à financer de nouveaux immeubles locatifs durant cette période. On dit que si on n'apprend pas des leçons de l'histoire, nous sommes condamnés à la revivre. Et ce qu'on lit sur ce qui s'est passé entre 1914 et 1948 ressemble curieusement à ce qui est en train de se mettre en place de nos jours. Et qui, si ce n'est les promoteurs, qui ira construire le parc immobilier de demain? C'est certainement pas Anne Hidalgo avec ses petites paluches qui ira vous construire les immeubles de demain. C'est certainement pas d'autres politicards qui n'ont à peu près rien construit de leur vie. Et en conséquence, qui en fera les frais dans le long terme? Ce sont certainement pas ces politicards qui, en général, sont plutôt bien lotis au niveau financier, mais ce sont tout simplement les classes modestes et les classes moyennes qui vont essuyer les plâtres, qui vont ramasser les pots cassés et qui n'arriveront plus à se loger dans le long terme dans les secteurs tendus. Par contre, voilà, les politicards pourront faire les malins, ils pourront parader aux prochaines élections et raconter à quel point ils ont lutté contre la hausse des prix et ils se sont battus contre ces vilains possédants, ces vilains promoteurs, ces vilains investisseurs et qu'ils ont réussi à freiner de leurs petites mains la hausse des loyers. Alors qu'en réalité, ce dont souffre réellement la population, c'est du manque de vision de long terme de ces politicards de pacotille. Alors, on sent la colère du peuple gronder, on sent les personnes et surtout l'électorat qui est mécontent et donc on essaye de mettre en place des petites mesurettes, on essaye de mettre un pansement sur une plaie qui est complètement purulente et qui nécessiterait un traitement de fond. Alors ces politiciens mettent en place des petites mesurettes qui sont censées améliorer la situation mais qui en réalité nous mènent droit dans le mur. Et les problèmes de logement sont bien réels, ils sont bien là et ils sont très importants et bien loin de moi l'idée d'en minimiser l'importance ou d'en minimiser la gravité. Mais ce n'est pas en prenant quelques mesurettes d'émago qu'on solutionnera le problème de demande et de pénurie de logements dans les zones tendues en France. Et comme je n'aime pas juste critiquer sans rien proposer, eh bien voici quelques propositions concrètes qui pourraient améliorer la situation en France. Premièrement, encourager et autoriser réellement la densification. Et pourquoi je dis réellement ? Petite histoire, en 2014, la loi ALUR rentre en vigueur et la loi ALUR a notamment pour objectif de densifier les centres urbains. Elle vient mettre un stop à l'étalement horizontal des communes. Elle dit à partir de maintenant, on arrête de s'étaler, on arrête de grignoter sur les zones agricoles, sur les zones humides et on va densifier les zones existantes. Ça, c'était la volonté du législateur, c'est-à-dire du pouvoir central. Et les communes qui se sont retrouvées en charge depuis la décentralisation de l'instruction du droit des sols, c'est-à-dire de l'instruction des demandes d'urbanisme, elles ont freiné des quatre fers. Et en réalité, l'État dit densifier et les communes refusent. Et ça, je le vois sur tous mes projets, tous les projets de mes élèves. Et quand je discute avec des promoteurs, ils ont la problématique encore pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les communes freinent des quatre fers le sujet de la densification pour plusieurs raisons. Ce qui veut dire qu'en réalité, on n'arrive plus à construire assez de logements dans les zones à forte demande. Donc ce qu'il faudrait, mesure numéro 1, encourager réellement et permettre la densification des zones déjà urbanisées. Mesure numéro 2, permettre aux professionnels d'accéder également aux aides pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et là, je m'explique. Comme vous le savez, il existe toute une flopée d'avantages que l'on peut avoir lorsque l'on fait une rénovation énergétique d'un bâtiment, qu'on est un particulier. Ah, ma prime rénov, les coûts à taux zéro, et machin, et ma prime énergie, et ma prime ceci, ma prime cela. Bref, il y a toutes sortes d'aides, de primes, de crédits d'impôt qui sont plus ou moins faciles à obtenir et auxquelles on a accès lorsqu'on rénove son logement. Le problème est que nous autres, les professionnels, nous n'avons pas droit à cette aide. Ce qui veut dire que lorsqu'on va rénover un bien, nous, on raisonne souvent avec une logique qui est purement économique. Ça se discute, c'est bien, c'est mal, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais en tout cas, les entreprises sont là pour réaliser des profits. Et lorsqu'on fait les calculs, on se dit, bon bah, est-ce que là, je vais isoler ou pas isoler? Et si je choisis d'isoler, eh ben, est-ce que je vais mettre un matériau de merde comme de la laine de verre qui énergétiquement est assez un désastre? Enfin, c'est très coûteux à produire. C'est fait avec du sable, il faut le monter en très haute température, ça va pas du tout. Ou alors, est-ce que je vais isoler avec de la fibre de bois ou des trucs comme ça? Et en réalité, aujourd'hui, ces produits-là sont très chers.
Et si un particulier a droit à des aides, eh bien un professionnel n'a absolument droit à aucune aide, ce qui fait que lorsqu'on rénove, souvent malheureusement, on va aller chercher plutôt à l'économie. Donc la deuxième mesure qui pourrait être pertinente de mettre en place, c'est de permettre également aux professionnels d'avoir accès aux aides lorsqu'ils rénovent un bien, est-ce qu'ils font une rénovation de qualité. Troisième mesure, réfléchir à des systèmes et mettre en place des systèmes qui fonctionnent de transport de masse. Parce que là, il faut se poser la question, pourquoi les gens veulent habiter le plus proche possible des centres urbains? Donc c'est là où il y a le travail, en effet, la plupart du temps. Pourquoi est-ce que les gens veulent vivre aussi proche de leur travail alors qu'en réalité, vivre dans une ville, c'est pas forcément super agréable? C'est tout simplement parce que les transports sont pourris. Aujourd'hui, toutes les grandes villes de France sont complètement engorgées au niveau bagnole. Sauf que derrière, au niveau des transports en commun, le système ne suit pas. On le voit, enfin là, au moment où je vous fais cette vidéo, il y a eu énormément de grèves autour de la réforme des retraites. On est très dépendant du train. Il y a beaucoup de personnes qui sont dépendantes du train et qui ne peuvent tout simplement pas aller au boulot, des étudiants qui ne peuvent pas aller à l'université parce qu'en fait, il y a zéro alternative au train. Et quand les gens réfléchissent à « Attends, où est-ce que je vais me loger ?» Ils se disent « Est-ce que je vais me taper une heure de bagnole ? Non, pas envie. Est-ce que je vais devoir être tributaire du train? Ah non, c'est trop la merde, ils sont jamais à l'heure, même si c'est exagéré, ils sont jamais à l'heure, ils sont annulés, il y a des grèves. Non, je vais habiter proche du centre. » Donc la troisième mesure qui pourrait être importante, qui pourrait être intéressante à mettre en place pour désengorger justement et diffuser cette demande, ce serait de mettre en place des systèmes de transport de masse autour des grandes agglomérations françaises. Et enfin, quatrième mesure, ce serait de retirer des mains de ces petits politicards de pacotille qui n'ont qu'une vision court-termiste et électoraliste, leur retirer le droit de s'occuper de problématiques aussi importantes que celles du logement. Il faudrait qu'elles soient confiées à des commissions qui seraient constituées de professionnels de l'immobilier, de riverains, d'acteurs du monde de la construction, de personnes qui comprennent les problématiques de terrain et des personnes qui savent les résoudre et de façon complètement décorrélée de leurs intérêts personnels. Ces commissions agiraient dans l'intérêt du peuple et avec une véritable vision de long terme de ce qui est bon pour la population et de ce qui est bon pour le pays. Alors je vous rassure, je ne compte pas me présenter aux prochaines élections, mais je voulais juste pousser un coup de gueule contre ces mesures absolument débiles et absolument inutiles qui sont mises en place un peu partout en France et surtout sur la nullité des personnes qui les mettent en place et qui les mettent en avant comme des mesures qui vont sauver la population et qui vont apporter une énorme amélioration à la situation du logement. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces problématiques? Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Qu'est-ce que vous pensez de l'avis que je vous ai donné? N'hésitez pas à le marquer en commentaire. Si vous pensez que le message que j'ai transmis de cette vidéo mérite d'être diffusé, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo avec le plus grand nombre. Marquez-moi votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, payez votre like et je vous dis à la prochaine.